Montre-nous les effets de la justice dans l'âme. Comment entrer dans l'âme pour y contempler le spectacle des effets de la justice? Socrate propose une méthode originale. Il prend l'exemple d'hommes qui doivent lire des caractères lointains et qui se rendent compte que ces mêmes caractères sont écrits ailleurs en plus grand. Si on trouve une sorte d'analogon de l'âme, de grande âme, que l'on pourrait parcourir de l'intérieur pour y voir plus clair, c'est là que nous pourrions observer la justice et ses effets. Mais où trouver cette âme agrandie? C'est, selon Socrate, la cité. L'âme est comme une petite cité et la cité est comme une grande âme. Si nous voulons voir les effets de la justice dans l'âme, il nous faut considérer les effets de la justice dans la cité. Mais pas dans n'importe quelle cité. Il ne s'agit pas de se rendre dans une cité existante, mais de concevoir une cité parfaitement juste, correspondant à l'âme parfaitement juste. À ce moment du texte, la cité parfaite n'a qu'une fonction, rendre visibles les qualités de l'âme juste. La fondation de la cité parfaite a lieu dans le livre 2. Elle est divisée en 3 parties. La première est celle des artisans, parmi lesquels on compte les agriculteurs, les charpentiers, les tisserands, les marchands. Il s'agit de pourvoir aux besoins élémentaires des citoyens, boire, s'habiller, se chausser, s'abriter, etc. La seconde partie est celle des gardiens. Il s'agit d'une armée qui doit protéger la cité contre les cités extérieures et contre le péril intérieur. La troisième partie de la cité est celle des gouverneurs. Les gouverneurs doivent posséder 3 qualités: l'intelligence, l'autorité et surtout un dévouement indéfectible pour l'intérêt public. L'intérêt général doit être le seul guide des chefs de la cité. Une règle fondamentale régit dès le départ la cité dans son ensemble et ses parties. C'est que chacun ne doit avoir qu'une seule et unique fonction. Un citoyen ne peut être à la fois charpentier et gardien, sans préjudice pour les 2 fonctions, qu'il accomplira imparfaitement. Montre-nous les effets de la justice dans l'âme. En quoi cette cité nous permet-elle de voir à l'œil nu les effets de la justice dans l'âme? La structure de la cité correspond à la structure de l'âme chez Platon. La cité se divise en artisans, gardiens et gouverneurs. Chez Platon, l'âme est tripartite. Il nomme ces 3 parties l'âme irascible, l'âme concupiscible et l'âme rationnelle. Que veut dire que l'homme a 3 âmes? Tout d'abord, il faut comprendre que l'âme a chez les Grecs un sens beaucoup plus large que celui de l'esprit. Elle désigne à la fois ce qui fait penser l'homme, mais aussi ce qui le fait vivre. L'âme, c'est ce qui nous anime. Or, qu'est-ce qui nous anime? 3 choses selon Platon. Il y a d'abord les besoins du corps, boire, manger, etc. Il nomme cette partie concupiscible. Elle correspond aux artisans de la cité qui nourrissent, habillent, répondent aux besoins des citoyens. L'autre chose qui nous anime est le cœur selon Platon. Lorsque nous sommes en colère, nous ne sommes animés ni par la raison ni par les désirs. Nous sommes animés par ce que Platon nomme la colère, le thumos, la volonté. Il nomme cette âme l'âme irascible et ce sont les gardiens ou les guerriers qui lui correspondent. Enfin reste la raison que Platon nomme l'âme rationnelle à laquelle correspond l'ordre des gouverneurs. Il est important de bien comprendre Platon, non de saisir en pensée ce qu'il veut dire, mais presque de le sentir avec ses tripes. La tripartition des âmes n'est pas une distinction abstraite, c'est une réalité vécue. Platon localise ces 3 parties. L'âme concupiscible correspond au ventre et aux organes génitaux. C'est la partie sous le nombril. L'âme irascible est localisée au-dessus du nombril, surtout à l'endroit de la poitrine et du cœur. L'âme rationnelle est localisée dans la tête. Toute cette théorie n'est-elle pas dépassée, presque risible? Et pourtant ne voyons-nous pas encore aujourd'hui des hommes être esclaves de leurs désirs et de leurs passions? Qu'est-ce au fond un homme qui souffre de ses passions si ce n'est un esclave de son ventre? Ne ressentons-nous pas nous-mêmes, au fond de nous parfois, toute la puissance du désir? Qui oserait nier la force du désir sexuel qui semble insulter la raison même? Combien d'hommes et de femmes sont soumis à cette force primitive et organique? Platon ne dit pas autre chose. Il est des hommes qui obéissent à leur ventre et à leur sexe davantage qu'à leur esprit. Ensuite, ce n'est pas parce que nous avons perdu l'habitude du courage que nous ne pouvons pas comprendre que parfois, lorsque notre colère monte, explose, que tout cela se passe au niveau de notre torse.
Lorsque nous aimons furieusement, notre cœur ne palpite-t-il pas au-delà de toute raison? Lorsque nous sommes en colère, n'est-ce pas notre cœur qui dans notre poitrine bondit si fort qu'il semble prendre le contrôle de tout notre être, qui croit se perdre, puisque ce n'est pas la raison qui commande? La colère n'obéit qu'à elle-même et au cœur furieux qui gronde dans notre poitrine. Le terme de thumos ne signifie pas que la colère passagère est rare, il peut désigner la force d'âme, de caractère, la volonté résolue. Si Platon semble avoir logiquement tort, il a phénoménologiquement raison. Nous sommes mus par trois forces, le besoin, la volonté et la raison. Malheureusement, la raison ne commande pas toujours. La raison, c'est-à-dire la réflexion, la délibération, gouverne en principe nos choix, mais pas toujours ou si peu. Nous sommes toujours, et peut-être davantage qu'à l'époque de Platon, des hommes irascibles et concupiscibles. Si Platon a phénoménologiquement raison, il a aussi politiquement raison. Notre être est le lieu d'un rapport de force entre instances de pouvoir. Nous devons toujours, comme à son époque, gouverner nos désirs, réprimer leur violence. Cela se fait parfois avec l'aide de la colère ou de notre force de volonté, si l'irascible prête main forte ou âme forte à la raison. Le ventre, le cœur et la tête sont les sièges phénoménologiques et politiques de notre désir, de notre volonté, de notre raison. C'est ce qui nous anime. Nous sommes tous cette cité traversée de lutte pour le pouvoir. Puisque la cité doit nous permettre de voir les caractères de la vertu en plus grand, il faut d'abord considérer ses qualités chez elle. Pour Platon, la vertu possède 4 parties distinctes et corrélées: la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Comment ces parties s'organisent-elles dans la cité et dans l'âme? La sagesse est la vertu des gouverneurs, de ceux qui commandent dans la cité. Elle signifie aussi la prudence ou la capacité à connaître le bien et à l'appliquer dans la réalité. Elle n'est pas que connaissance abstraite ou science du bien, elle n'est pas qu'habileté aveugle, elle est l'habileté éclairée ou jointe à la connaissance du bien. Elle est sagesse et prudence, sophia et phronésis. Si la sagesse est la science du bien, on comprend que la cité parfaite reçoive le nom de Callipolis, la belle cité, la cité du bien. Le courage est la vertu des gardiens ou des guerriers. Il s'agit d'une opinion et non d'une science. C'est une opinion droite, c'est-à-dire vraie, même si les gardiens ne disposent pas de la connaissance du bien permettant de la prouver. Le courage est pour les gardiens la sauvegarde de l'opinion de ce qui est à craindre. Le terme de sauvegarde rappelle que les gardiens doivent toujours avoir le sens de l'intérêt général. Ils doivent résister aux menaces, aux tentatives de corruption qui peuvent les détourner de la défense de la cité. La tempérance est une vertu générale même si elle implique davantage les artisans. Et tempérant celui qui vit dans la mesure et non dans l'excès. La tempérance consiste à être maître de soi. Socrate juge cette expression paradoxale. Qui est maître de soi est aussi esclave de soi. Une partie de nous commande à une partie de nous qui obéit. Telle est la définition de la tempérance. La partie inférieure de l'âme, concupiscible et irascible, doit obéir à la partie supérieure de l'âme, rationnelle. La tempérance recouvre toute la cité et demande que les artisans obéissent aux gardiens, qui obéissent aux gouverneurs. La justice qui était le but de toute cette entreprise semble plus difficile à trouver. C'est peut-être, explique Socrate, parce qu'elle ne régit pas une partie de la cité, mais toute la cité. La justice consiste pour chacune des parties à rester à sa place, à accomplir la tâche qui est la sienne et rien d'autre. La justice signifie l'harmonie entre toutes les parties de la cité. Elle est l'expression de ce qui correspond à la loi fondamentale de la cité, que chacun s'occupe de sa propre tâche. Les chefs doivent gouverner, les gardiens doivent défendre, les artisans doivent nourrir. Il ne faut pas de division dans la cité. L'artisan ne doit pas vouloir commander, non plus que le simple gardien. Et ce n'est pas le rôle du gouverneur de nourrir les autres. Chacun doit rester à sa place. Cela permet à Socrate de donner sens à une définition traditionnelle de la justice, souvent discutée. La justice consiste pour chacun à s'occuper de ses propres affaires. Dans la cité, les artisans obéissent aux gardiens, qui obéissent au gouverneur. Dans l'âme, le désir obéit à la volonté, qui obéit à la raison. La justice dans la cité comme dans l'âme, c'est l'harmonie entre les parties. L'injustice dans la cité comme dans l'âme, c'est la division entre les parties, la déchirure du moi.
La sagesse de l'âme est la science du bien. Le courage de l'âme est la sauvegarde de l'opinion droite. La tempérance consiste à être maître de soi-même et la justice réside dans l'harmonie entre les trois âmes. Chacune doit s'occuper de sa propre fonction, penser, nourrir, décider. L'âme du juste est une âme dans laquelle réside la concorde, tandis que l'âme de l'injuste abrite la division. Si la cité parfaite est une Callipolis, l'âme parfaite est une Calipsyché, une belle âme où règne le bien. Nous comprenons mieux le sens et le rôle de la cité parfaite. L'objectif de la République est de considérer la justice de l'intérieur dans l'âme elle-même pour juger sur pièce du bonheur de l'homme juste. La cité n'est pas proposée pour une réforme politique, elle est conçue pour servir de modèle grossissant de la justice. La Callipolis n'est pas conçue pour exister, elle est conçue pour révéler.